Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de participer avec vous à cette rencontre des idées mènent le monde autour de la reconstruction et plus particulièrement ce matin, de la façon dont l'enfance, son appréhension, peut aider à se reconstruire. Avec moi, l'écrivain et réalisateur Marc Duguin, qui a un parcours passionnant avec plusieurs vies. Il est né au Sénégal, a grandi en grande partie à Grenoble, puis après un diplôme de l'Institut d'études politiques à Grenoble et un autre d'expert comptable, il travaille d'abord dans la finance, qu'il a enseigné aussi, puis il devient entrepreneur dans l'aéronautique, et à 35 ans, il débute une carrière littéraire, avec un premier grand succès, La Chambre des officiers, qui sera adaptée au cinéma. Son œuvre compte une grosse quinzaine d'ouvrages, la plupart des romans, qui touchent à des sujets très divers, parfois intimes, mais très souvent adossés à l'histoire ou à la géopolitique. Il est aussi devenu metteur en scène de théâtre en adaptant Tchekhov, mais aussi réalisateur de cinéma. Son dernier film est l'adaptation d'Eugénie Grandet de Balzac. Messieurs, Marc Duguin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Marc Duguin. Alors dans votre dernier roman, La Volonté, paru chez Gallimard, très autobiographique, vous évoquez de façon très émouvante la vie de votre père, mais aussi votre enfance et à quel point le poids de ce père vous a empêché longtemps de savoir qui vous étiez vraiment. Vous avez écrit ce livre pendant le confinement, vous en aviez besoin ? Donc, bonjour à tous. Oui, en fait, je revenais de tourner Eugénie Grandet et j'ai eu la chance inouïe de finir le tournage 3 jours avant le confinement. Alors, ça a été quand même une épopée parce que j'avais un chef opérateur qui avait attrapé le Covid et qui l'a donné à tout le monde par grande générosité. Et donc, j'ai fini de tourner avec cette maladie qui, bon, par chance, a été assez bénigne pour moi. Et quand je suis arrivé chez moi, bon, évidemment, normalement, quand vous avez terminé un film, la première chose qui vous préoccupe, c'est le montage. Et là, impossible de faire le montage, puisqu'on était tous confinés. Ma monteuse était confinée très loin. Moi, j'habite en Bretagne Nord, donc voilà, tout était impossible. Et cette idée de livre que j'avais depuis longtemps est revenue, d'autant que le confinement, il y a eu plusieurs déclencheurs avec ce confinement. Le premier, c'est que mon deuxième fils vit au Maroc et que je pressentais que je n'allais pas le voir pendant très longtemps, ce qui a été le cas, puisqu'on ne s'est pas vu pendant 8 mois. Et puis, il y avait un rapport très fort entre l'histoire de mon père et cette histoire de confinement, et qui est un rapport familial très fort avec le confinement. Parce que déjà, mon grand-père de la Chambre des officiers a passé 6 ans à l'hôpital, au Val-de-Grâce, et mon père a passé aussi plusieurs années. Et mon père à cause d'une maladie virale, qui était la poliomyélite. Donc il y avait quelque chose qui résonnait à ce moment-là. Et devant l'ouverture de mon emploi du temps, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment d'écrire ce témoignage. Et je l'ai fait, évidemment, avec le souci de laisser, enfin, de transmettre à mes enfants, à mes 4 enfants, à mes 4 petits-enfants, l'histoire de ce personnage extraordinaire qui a finalement fondé, voilà, notre lignée, entre guillemets. Oui, parce que pour revenir au sujet,
On ne peut pas comprendre votre enfance sans comprendre celle de votre père, brisée par la maladie qui l'a privé de ses jambes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la façon dont il a su se reconstruire? Alors, oui, sa vie démarre de façon assez incroyable, puisque déjà, il est le fils d'un marin. Donc il est en Bretagne, on est du côté de Paimpol. Son père a été engagé à 14 ans sur les bateaux qui vont pêcher en mer d'Islande et à Terre-Neuve. Et donc il y a déjà pas beaucoup d'argent dans la famille, mais son père va être engagé sur un transatlantique comme simple matelot, qui fait la ligne Le Havre-New York. Donc toute la famille vit au Havre, vit avec les toilettes communes dans un immeuble sur les docks du Havre. Donc c'est un peu Quai des Brumes, si vous vous souvenez de ce film. Enfin, cette ambiance-là, en tout cas. Et ce qui va se passer, c'est que quand les Allemands entrent en France, mon grand-père est à New York, sur ce transatlantique qui s'appelait le New York d'ailleurs, qui fait la ligne Le Havre-New York. Et il ne revient pas. Et il ne donne plus de nouvelles. Et donc il n'y a plus d'argent. Et là, mon frère, qui est l'aîné de 3, se retrouve seul avec sa mère, dans des conditions de pauvreté, de précarité et d'insécurité absolument totale, parce que sa mère finit par trouver un travail dans un café, où elle sert des cafés et du cidre et du calva, surtout du calva probablement. Et donc, en fait, mon père est soutien de famille. Il a 15 ans, plus de nouvelles de son père. Sa mère pense que son père a refait sa vie aux États-Unis, comme beaucoup de Bretons qui sont là-bas. Et donc, à la limite, la famille fait une croix sur lui. C'est-à-dire que, voilà, c'est un deuil. Et donc, mon père, tout en faisant ses études, assez brillamment d'ailleurs, c'est ça qui va le sauver, passe son temps à travailler dans les fermes pour ramener de l'argent et braconne. Et c'est en braconnant, à l'âge de 15 ans, en 41, en relevant des collets dans la forêt à côté de Lanloup, il n'arrive pas à se relever. Et donc il est complètement paralysé, et surtout des jambes. Il y a un peu plus de mobilité en haut, et il est ramassé par les Allemands sur le bord d'une route, parce qu'en fait il a réussi à ramper jusqu'à une route, et il reste sur cette route épuisé. Et les Allemands l'amènent à un médecin. Ces Allemands qui, en fait, vous savez, qui sont sur le mur de l'Atlantique et qui sont les troupes qui sont dans les blocos. Et de là, il va être transporté à Paris. Et il va passer une grande partie de la guerre, même toute la guerre, en alternance entre l'hôpital, où il va être opéré une quinzaine de fois de la moelle épinière, et évidemment des cours avec des copains qui sont des agents de liaison, qui lui amènent les cours, les exercices, il renvoie les exercices avec la complicité des profs. Donc c'est une époque très très particulière pour lui. Et quand ensuite il peut commencer à remarcher parce qu'il a récupéré partiellement une jambe, il va en profiter pour faire de la résistance, puisque très éduqué, il parle allemand et il parle un peu russe, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà plus d'Allemands sur le front de l'Atlantique, mais c'est des Russes prisonniers qui font le travail de surveillance, et qui sont des soulards complets, mais qui ont plutôt de la sympathie pour ce garçon handicapé. Et donc ce handicap lui permet de passer tous les contrôles sans jamais être arrêté. Et donc c'est comme ça qu'il fait du transport d'armes pendant toute la période de la résistance. D'ailleurs, il s'en vantera jamais. Et ensuite, il va rencontrer ma mère, et voilà, ils vont partir. Enfin, ça, c'est une autre partie du roman. Avant cela, il y a donc la rencontre avec votre mère, et il y a la présentation aux beaux-parents. Ça se passe pas bien. Non, ça se passe pas bien parce que donc mon père a rencontré ma mère dans un train entre Brest et Paris. Il était assis à côté d'elle. Elle préparait HEC à ce moment-là. Et elle butait sur une équation. Et mon père, sans lui adresser la parole, lui a pris son cahier des mains, lui a résolu l'équation et lui a rendu. Donc ça crée des liens. Surtout pour ma mère, qui était quand même pas très bonne en maths pour quelqu'un qui préparait HEC.
Et donc, à partir de ce moment-là, et mon père est étonné, en fait, que cette femme aussi belle puisse être attiré par ce handicapé. Donc, il est assez hésitant. Et quand il est invité pour la première fois chez ses beaux-parents, mais il découvre que le père de ma mère est lui-même handicapé, puisque c'est le héros de la Chambre des officiers, qu'il est complètement défiguré. Et il va se passer quelque chose d'assez terrible, c'est que ma grand-mère, qui a vécu le handicap de mon grand-père et le sacerdoce que ça représentait, puisque ma grand-mère n'a jamais pu embrasser mon grand-père tellement il était défiguré, donc il faut s'imaginer ce que c'est, et dit à sa fille, mais tu vas pas recommencer, tu vas pas vivre la vie que j'ai vécue. Et le grand-père, lui, trouve que ce garçon est plutôt intelligent, intéressant. C'est certes pas un invalide de guerre, donc ça c'est dommage, mais comme un invalide de civil, il est plutôt présentable. Et donc, voilà, il s'intègre à la famille comme ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ma grand-mère était une dépressive. Moi, elle m'a beaucoup élevé, donc je peux en témoigner. Et d'ailleurs, j'ai écrit La Chambre des officiers pour elle avant qu'elle disparaisse à un âge canonique de 95 ans. Mais je ne sais pas comment dire. Je ne sais plus où j'en étais, pardon. Parce que je suis reparti sur une autre idée. Vous parlez de votre grand-mère qui est. Oui, pardon. Dépressive. Donc ma grand-mère était assez dépressive. Et mon autre grand-mère, ce qu'il faut savoir, c'est que elle a eu tellement peur, et tellement la peur au ventre pendant toutes ces années où elle était seule avec ses enfants et avec ce fils handicapé, que quand son mari est revenu, finalement en 1945, elle est rentrée en dépression. Et elle a sombré dans l'alcoolisme, et finalement elle en est morte. Donc il faut savoir que le grand-père qui était parti, tout simplement arrivé à New York, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais m'engager dans l'armée américaine. Et il a fait toute la guerre dans l'armée américaine. Et quand ça a été fini, il est rentré à la maison en disant, quoi de neuf? Avec la médaille du courage de la ville de New York, tranquillement. Il a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi ça n'a pas été repeint? Qu'est-ce qu'ils ont fait les garçons pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et en fait, je pense que mes parents sont partis dans les colonies pour fuir la dépression de leur mère. Qui était quand même assez douloureuse. Et c'est ce qui explique que mon père se soit fait engager par les services scientifiques d'outre-mer. Et ils sont partis ensemble, en 1952, le plus loin possible de leur famille. C'est le début de ce que vous appelez un couple forteresse qui les a construits tous les deux. Exactement. C'est-à-dire qu'en 1952, ils prennent le bateau, alors que ma mère est enceinte, donc vous imaginez, 52 jours de bateau, et ils partent en Nouvelle-Calédonie s'installer pour des années. Et ensuite, ils iront en Afrique, où je suis né, parce que je devais naître au Vietnam, et puis, comme vous le savez, on a été un petit peu contrariés au Vietnam, et en Indochine. Et donc, ensuite, ça a été la grande période de l'Ouest africain, et moi, je suis né là. Et effectivement, bon, pour en revenir à cette histoire de reconstruction, qui est quand même le thème de notre histoire, je crois que la difficulté, finalement, d'avoir des parents comme ça, c'est que c'est des parents qui se sont construits avec énormément d'amour et énormément de force. Et les deux ont réussi. Et on a toujours eu le sentiment, mon frère et moi, que le couple passait avant tout, et en particulier avant nous. Et c'est très difficile de se construire dans ces conditions-là, avec des parents qui sont des exemples, parce que mon père était un exemple dans la vie qu'il avait eue, ma mère aussi à sa façon, parce que maintenant on parle beaucoup de féminisme, à raison, et ma mère a été une des premières femmes à faire des choses extraordinaires en termes de travail. Elle a travaillé en Irak, elle travaillait en Algérie à l'époque, ou dans des pays musulmans. Être une femme, c'était pas facile, et faire des affaires dans les pays musulmans à cette époque-là, c'était encore plus compliqué. Et donc la difficulté, ça a été, en particulier pour moi je ne parle pas de mon frère, parce que c'est sa vie, et je ne me serais pas permis de parler de lui, mais pour moi, ça a été très difficile de me construire face à ce modèle, et en plus à cette espèce de château fort qu'il représentait. En plus, ils n'étaient pas là souvent.
il voyageait beaucoup. Mon père était finalement, en rentrant d'Afrique, était dans le nucléaire. Après, il a travaillé dans le renseignement, enfin, il a fait des choses. Et donc, il voyageait tout le temps, ma mère aussi. Et donc, c'était très difficile pour moi d'exister sans tuer le père. Oui, et puis votre père a accompli des miracles. Il n'a plus besoin de béquilles, il devient un danseur quasiment hors pair. Et donc, il incarne à vos yeux cette volonté. Mais est-ce que vous ne dites pas, avec le recul, que cette volonté, vous auriez pu la saisir comme un héritage, alors qu'elle a pesé sur votre enfance? Oui, mais la difficulté de trouver sa place a fait que finalement, je me suis opposé à mon père. Et je l'ai fait par ce qui était le plus simple à l'époque pour un adolescent, par la politique. Puisque mon père était, je dirais, à sa façon, un moteur des 30 Glorieuses. Et donc, dans les années 70, je me suis opposé à lui, à ce modèle que je trouvais... là, j'ai peut-être eu un petit peu de nez, je pense. J'avais le sentiment que ce modèle nous emmenait dans un mur. Et donc, on a eu des rapports assez difficiles. Vous êtes fondu dans le mouvement hippie qui était sur la fin, quoi. J'ai été dans le mouvement hippie, enfin j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'un adolescent peut faire pour contrarier ses parents. Donc je peux vous en faire la liste si vous avez des adolescents que ça intéresse. Et donc mes pauvres parents ne savaient plus quoi faire parce que j'ai été exclu de l'éducation nationale, j'étais exclu de partout. Et puis j'ai fugué, je suis parti en Norvège, en stop, à l'âge de 15 ans, l'âge auquel mon père avait été malade, ce qui est quand même assez significatif. Ça s'est terminé comment, votre voyage? Mon voyage s'est mal terminé parce que, en fait, voilà, je me suis fait choper avec de la drogue sur moi. Et en fait, c'était du sucre. Bon. Comme quoi, j'étais déjà pas très bon en affaires. Parce que je faisais la plonge pendant le voyage, puis de temps en temps, j'achetais un peu de LSD, j'en revendais, je faisais une petite marge, sans TVA. Et puis j'ai passé la frontière, je me suis arrêté, ils ont vu ça, ils m'ont dit c'est quoi? C'est du trafic de drogue. Et puis finalement, ils sont venus en me disant c'est bon, vous pouvez y aller, c'est du sucre. Donc je m'étais fait arnaquer. Donc ça a été la fin de mes aventures qui sont fondamentalement assez ridicules. Et donc je suis revenu, et là j'ai eu la chance que le système scolaire, je me souviens de ce lycée à Grenoble, le lycée Champollion, un lycée assez prestigieux, et j'ai été voir le proviseur, je lui ai dit écoutez, j'ai fait beaucoup de bêtises, est-ce que vous me laissez une chance? Et c'était un type formidable. C'est assez fort parce que vous postez sous le porche du lycée et vous demandez à voir le proviseur, c'est ça? Oui, je demande à voir le proviseur, la secrétaire me dit mais pourquoi? Je lui dis parce qu'il faudrait que je lui parle. Ah bon, donc elle voit ce gamin avec les cheveux longs, là, elle se dit bon, ça doit être un SDF qui cherche à avoir un rouleau de papier gratuit. Et donc je me retrouve en face du proviseur, je lui explique, je lui dis voilà ce que j'ai fait, j'ai organisé des manifestations parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, il y avait le CES Payron qui avait brûlé. Et notre lycée était construit selon le même modèle. Donc j'avais organisé une manifestation pour la sécurité de notre lycée. Et puis ça avait mal tourné. On s'était battu avec les policiers. J'avais été envoyé pas en prison, mais en garde à vue. Et donc j'avais été exclu de l'éducation nationale. Et là, le proviseur me dit bon, écoutez mon vieux, je vous laisse 3 mois. 3 mois. Si dans 3 mois j'ai le moins de problèmes avec vous, vous dégagez. J'ai eu le bac avec mention très bien, donc ça a été réglé. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré dans le moule. Mais c'est très intéressant parce que finalement, vous disiez tout à l'heure que j'ai fait d'autres choses avant d'écrire, mais c'est vrai que toutes ces choses que j'ai fait avant d'écrire étaient finalement pour complaire au modèle de mes parents et pour leur montrer que dans le modèle de réussite qui était le leur, j'étais capable aussi d'y arriver, jusqu'à ce que je me rende compte à 35-40 ans que finalement, ce n'était pas ma vie. C'était une vie que j'avais empruntée à un modèle que je trouvais intéressant par ailleurs. Hein. Je sais pas, moi, j'ai aucun regret sur ces 20 premières années de vie professionnelle dans l'aviation, tout ça. J'ai passé des moments vraiment formidables. Mais à partir du moment où j'ai vendu mes compagnies aériennes à Air France, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, mais finalement, c'est pas ma vie.
Et je venais d'écrire La Chambre des officiers, je me suis dit, je vais continuer, qui était juste un témoignage, je me suis dit, je vais continuer à écrire, et puis après j'ai fait du cinéma, enfin bon, bref, je suis rentré dans une vie d'artiste, comme on dit. Mais je pense que ces 20 premières années de ma vie, qui quand même m'ont beaucoup structuré, et m'ont même beaucoup apporté comme écrivain, parce que ça m'a amené, je le vois quand je fréquente d'autres écrivains, que je trouve formidables, mais on n'a pas le même vécu. C'est-à-dire moi j'ai vraiment été dans les mains dans le cambouis. Je n'ai pas été toujours un intellectuel, j'étais pas en dehors de... J'étais dans le système, et je l'ai vu de l'intérieur, avec tous les défauts qu'il peut avoir, et les qualités aussi. Et donc, voilà, c'est une expérience qui est très intéressante. Mais je note que déjà dans cette période difficile qui a été votre adolescence, vous vous êtes réfugié, vous l'écrivez, dans la fiction. Vous trouviez refuge dans la fiction et dans votre imagination. C'est d'ailleurs, vous dites, c'est la fiction, c'est votre capacité à rêver qui vous a un petit peu sauvé des paradis artificiels à cette époque-là. Oui, parce que en fait, il y avait, puisqu'on parle de reconstruction, moi, ce qui a détruit mon enfance, d'une certaine façon, mais de façon très relative, c'était d'avoir un grand-père défiguré et un père handicapé. C'est déjà beaucoup quand on démarre dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais ce témoignage de la guerre de 14 qui a été quand même une des plus grandes boucheries de l'histoire de l'humanité. Et puis j'avais ce père handicapé qui, bon, je ne vais pas trop raconter là-dedans, mais qui tombait très souvent, qui s'est refracturé les jambes, qui a repassé des mois à l'hôpital. Et donc j'avais cette angoisse du monde en fait, et cette difficulté. J'étais même assez touché psychologiquement parce que la défiguration de mon grand-père que je voyais tous les jours faisait que je ne pouvais pas passer devant une glace sans regarder si mon visage était toujours là. J'avais toujours peur en fait qu'il soit parti. Donc il y avait une forme de traumatisme. Mais évidemment, ce traumatisme, je l'ai surmonté avec les années. Mais je crois que c'est là effectivement que s'est produit ce travail d'imaginaire, de développement de l'imaginaire, quand j'étais seul avec ma grand-mère et que je partais dans mes délires, dans mes rêves, et que cette facilité que j'ai à la fiction aujourd'hui, si je fais autant de livres, autant de scénarios pour moi, pour les autres, de séries, c'est qu'en fait, il suffit que je vous mettez dans un coin, là, dans un vestiaire, et je vous écris une histoire. Parce que j'ai ça depuis mon enfance, en fait. Et que je l'ai contrarié pendant 20 ans pour être dans la réalité, la vraie, la réalité telle qu'on la connaît. Et puis après, je suis retombé là-dedans, et bon, j'en ai fait ma vie et mon métier. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le point commun qu'il y a entre votre parcours et celui de votre père, c'est que tous les deux, c'est l'enseignement public qui vous a sauvé, qui vous a remis debout, quoi. Oui, et puis on peut parler de cette fameuse phrase qui avait fait gagner Jacques Chirac. Il aimait bien les phrases, Jacques Chirac. L'ascenseur social. C'était bien joué, ça, pour les élections. Et mon père, c'est l'essence même de la réussite de l'ascenseur social. Ce qui maintenant est... Et je me souviens de discussions avec mon père où il me disait, je pense qu'aujourd'hui, il disait ça dans les années 75, ça serait plus dur qu'à mon époque. C'est-à-dire qu'il a bénéficié de la santé gratuite, il a bénéficié de bourses. Et finalement, il a relativement mangé à sa faim, même si c'était assez difficile pendant la guerre. Mais effectivement, et puis l'éducation nationale l'a beaucoup aidé, ses profs l'ont aidé, la médecine l'a beaucoup aidé aussi, parce que le professeur Jacques Coeur, qui l'a opéré, était un génie de l'hôpital des enfants malades. Et moi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où l'éducation nationale m'a refait confiance, alors qu'ils auraient pu dire, bon, c'est fini, il n'y aura pas de deuxième chance. Et finalement... Donc, et on a quand même le sentiment aujourd'hui que, quelque part, c'est plus difficile. C'est presque plus difficile. Alors, donc, c'est toute la question de la volonté. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai sorti ce livre, je me suis dit, ça ne va pas marcher, parce qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est quand même d'être plutôt victime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est tous victimes de quelque chose. On est tous plus facilement victimes
que responsable. Donc il y a une sorte de victimisation générale qui est très justifiée pour beaucoup de choses, puisqu'on le voit avec tout ce qu'on découvre sur le traitement des femmes par certains hommes et puis par les hommes en général. Et donc là, moi, je suis très, très en faveur de ce mouvement de remise à niveau, à minima. Mais on voit bien que c'est très difficile de... Bref. Non, c'est tout le... Ce livre, c'est aussi une réflexion sur le concept de volonté. C'est-à-dire comment la volonté amène à se dépasser soi-même et comment, si on la refuse, on peut rentrer dans une certaine paralysie de soi-même. C'est un peu ce que vous avez vécu et mis quelques années à intégrer, j'imagine. Mais c'est difficile de faire l'apologie de la volonté. J'ai appelé ce livre La volonté parce que c'est vraiment la volonté d'un homme. Après, quelque part, ça a été aussi un peu ma volonté de... Mais faire l'apologie de la volonté, aujourd'hui, c'est assez difficile parce que on se rend compte que c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir de volonté. Quand on a eu une enfance difficile, qu'on a vécu des traumatismes graves, que ces traumatismes se sont intégrés au subconscient d'une façon terrifiante, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir de volonté. Et ce que je dis toujours quand je parle de ce livre dans les conférences, c'est que mon père, lui, il a eu la chance d'être aimé, d'avoir l'estime de ses parents, d'avoir de l'estime lui-même pour ses parents, même s'il a douté de son père pendant un moment, mais ensuite il a vu que son père avait été l'homme qu'il a été. Et donc, au final, cette volonté est celle d'un homme qui a été touché par la pauvreté, qui a été touché par la maladie, mais qui n'a pas été touché profondément dans son subconscient par des mécanismes qui auraient pu l'empêcher tout simplement d'exister. Ce livre, c'est aussi des allers-retours. Alors, vous allez nous en donner un petit peu la signification pour vous, entre guillemets, la petite histoire, c'est celle des hommes et des femmes, et la grande histoire avec un monde en reconstruction à partir de 1945. On va en gros de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 80. Pourquoi ce parti pris narratif ? C'est un parti pris narratif qui concerne un peu la façon dont je travaille. J'ai toujours essayé de créer des personnages que je confronte à la grande histoire. Ça avait commencé avec la Chambre des officiers, qui est la petite histoire de mon grand-père dans la grande histoire. Ensuite, quand j'ai fait Edgar Hoover, c'est la petite histoire du patron du FBI dans la grande histoire américaine. Et là, je trouvais dommage de quitter mes sources. Parce que d'abord, j'ai pas un grand, je dirais une grande propension à parler des histoires familiales. Déjà, donc j'ai pris un style à troisième personne. On y reviendra. On y reviendra. Il y a une mise à distance dans le livre. Je peux pas écrire moi, je pendant 300 pages, ça finit par me fatiguer. Et donc j'ai fait cette mise à distance qui était fondamentale et qui, par ailleurs, je voulais faire un roman qui explique ce qu'a été finalement cette tranche de vie de ces petits personnages qui pour moi sont grands mais qui restent des petits personnages et comment ils ont évolué dans cette après-guerre et dans ce parcours extraordinaire qui a été les 30 Glorieuses, où il s'est passé des choses phénoménales après la fin de la guerre, toute cette croissance. Bon, aujourd'hui, évidemment, on se pose des questions sur le sens de tout ça. La décolonisation aussi. La décolonisation, puisque mes parents ont vécu ça, et que mon père était persuadé dès le début que de toute façon, il fallait décoloniser et qu'on allait décoloniser. Donc, il a accompagné ce mouvement. Et moi, je trouve intéressant dans un roman de bien travailler le contexte, le décor. C'est comme dans un film. Il faut travailler le décor. Ensuite, vous mettez vos personnages. Mais là, le décor, c'est la grande histoire. C'est la résistance. Ensuite, c'est très vite les lois d'amnistie sur la collaboration. Et puis, il y a plein d'autres personnages secondaires qui sont là dans ce roman, qui sont des oncles, des... C'est très savoureux. Qui sont... vraiment une galerie de portraits vraiment sympathique. Je pense au cousin Pierre. Le cousin Pierre, qui a été un très grand résistant, décoré par le roi d'Angleterre.
et qui était communiste et qui ensuite brutalement est devenu capitaliste. Et a gagné énormément d'argent. Il a attendu 56 pour dire voilà, c'est les chars soviétiques qui m'ont fait changer d'idéologie, mais ça faisait un moment qu'il avait zappé. Il roulait en Mercedes et il jouait en bourse. Voilà, il jouait au Mercedes et puis en même temps, il était aux réunions du Parti communiste. Et, voilà, il y avait plein de personnages comme ça, c'est savoureux. Et c'est ça la grande histoire, en fait. Il y avait ce côté donc communiste avec mon grand-oncle et mon cousin qui étaient au Parti communiste. Il y avait mon grand-père défiguré qui était plutôt croix de feu, mais ensuite qui a été totalement contre le maréchal Pétain, ensuite qui a lié des liens avec le général de Gaulle. Enfin voilà, c'est toute une reconstruction historique sans prétention d'être historien, parce que je ne le suis pas. Mais en tout cas, de ramener par ses souvenirs, ces personnages dans un contexte et ne pas... J'ai toujours du mal avec les romans où on ne voit pas le contexte extérieur, où on a l'impression qu'il y a un côté un peu intemporel. Et à un moment, la petite et la grande histoire se rejoignent presque avec... Alors vous l'esquissez, vous n'allez pas tout à fait au bout, mais avec le rôle qu'aurait pu jouer votre père dans les activités de renseignement au niveau du nucléaire. Là, maintenant, c'est de moins en moins questionnable, puisque je sais que c'est vrai. Parce qu'en réalité, quand il était en Afrique, donc il était en charge pour ses activités de toute l'Afrique de l'Ouest, et il y avait là un colonel qui est vite passé général, qui était qui dirigeait des troupes stationnées, je crois que c'était en Mauritanie. Et comme mon père vadrouillait beaucoup en brousse, il a rencontré cet homme et il s'est créé un lien très très fort entre eux. Parce que ce général a vu chez mon père des qualités humaines qu'il appréciait énormément. Et ensuite, ce général est devenu le patron des services secrets de Gaulle. Il est devenu le patron du SDEC. Et comme mon père était dans le nucléaire à un niveau assez élevé en rentrant en France, il a rappelé mon père, ils se sont parlé, et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'à la mort de mon père, j'ai interrogé le général, qui m'a dit « Je ne peux pas te dire que ton père travaillait pour moi, mais je ne peux pas non plus te dire le contraire. » Bon, donc je pense que c'est assez clair. Voilà. Après, j'ai un peu fouillé dans les dossiers de la DGSE, tout ça. J'ai retrouvé mon oncle, le cousin Pierre, qui lui, alors, pour le coup, je ne savais pas qu'il était dedans, mais il y était. Donc, en fait, c'est un nid d'espion, la famille Duguin. Mais il y avait des trucs très bizarres quand j'étais môme, parce que mon père, c'est là où je sais pertinemment qu'il était dedans, c'est que vous imaginez qu'en pleine guerre froide, il y avait des scientifiques russes, des scientifiques hongrois, des scientifiques tchèques qui venaient passer des week-ends dans notre maison dans le Vercors. Ouais, il se passait quelque chose. Avec une traductrice, je me souviens, parce que ça, j'ai cette image de la traductrice très, comme ça, très, très dure, qui regardait tout le monde, enfin, qui était là, à mon avis, qui travaillait pour le parti. Et chacun la regardait à chaque fois qu'il disait quelque chose. Enfin, ça, c'est des souvenirs que j'ai quand j'avais 13-14 ans. Oui, donc il a trempé là-dedans, ça c'est sûr. Il n'y a plus de discussion possible. Dans les éléments qui vous ont reconstruit, et je trouve que c'est un beau passage dans le livre, il y a ce rapprochement avec la famille de votre marraine, et ces séjours que vous passiez, les liens que vous avez noués, et surtout, ils vous ont apporté peut-être cette distance et cet humour qui vous manquait pour affronter l'existence jusque-là. Oui, parce que en fait, quand mon père faisait ses études, il avait deux femmes, qu'il a conservées toute sa vie, dont l'une était Michel et qui est devenue ma marraine. Et quand la relation avec mes parents est devenue insupportable, mon père a appelé ma marraine en lui disant « Tu ne veux pas le prendre parce qu'il est ingérable ?» Et donc j'ai pris pour la première fois le train pour Paris et je me suis retrouvé dans un milieu qui était complètement différent. Et ma marraine et son mari, qui étaient des intellectuels purs, lui, c'était un ami d'André Breton. Enfin, c'est eux qui m'ont donné un peu tout le vernis culturel que je peux avoir aujourd'hui, plus que mes parents, qui étaient dans une culture plus scientifique et plus...
Et donc, j'ai lié des liens avec leurs enfants très forts, que je connaissais déjà. Et donc, la fille de ma marraine, c'était Fred Vargas. Et donc, on a été... ensuite, on a passé toute la fin de notre adolescence ensemble et évidemment, continuer à se voir. Un autre élément de reconstruction, le sport. Vous êtes mis à courir, et courir, et courir encore plus. Symboliquement, c'est très fort par rapport à ce qui est arrivé avec votre papa. Oui, c'est assez fort. En psychanalyse, c'est pas très compliqué. Hein. Quelquefois, c'est compliqué, mais là, sincèrement, j'ai un fils qui veut être psychologue. J'en parlais avec lui. Et il me dit, oui, ça, c'est un peu le b.a.-ba de la discipline. Bah forcément, le fait de voir tout le monde, mon père tout le temps assis, avec des difficultés de se déplacer, et ça a été un tournant de ma vie, parce que comme j'avais quand même été, j'ai fait partie de ces adolescents turbulents qui fumaient des pétards, voilà, en fait, j'ai rencontré c'est le petit ami de Fred Vargas, en fait, qui faisait de la course à pied, et qui m'a dit, tu as des grandes jambes, tu devrais être bon en course à pied. Je lui ai dit, oui, avec tout ce que je fume, à mon avis, c'est mal parti. Et finalement, je me suis mis à courir à 16 ans, 16-17 ans, et c'est devenu, en fait, obsessionnel. Et après, je courais 150 km par semaine, et pendant des années, et maintenant, ça me rase, vraiment. Mais donc ça veut dire que j'ai vraiment, c'est le thème d'ailleurs de la conférence, la reconstruction est faite, puisque je ne cours plus du tout. Voilà, mais il a fallu du temps, donc jusqu'à un âge avancé, je courais beaucoup. Je pense qu'il y avait un truc d'addiction, parce que vous savez qu'après 40 minutes, on crée de l'endomorphine. En fait, j'étais un drogué, mais voilà, j'étais passé des substances interdites aux substances autorisées. L'endomorphine étant particulièrement autorisée. Donc voilà, mais c'est vrai que ça jouait beaucoup. D'ailleurs, mon père me disait, mais je ne comprends pas pourquoi tu cours autant. Ben, j'ai jamais dit, voilà, il faut que j'ai des jambes pour deux. Une fois que vous avez tourné le dos à la marginalité, curieusement, votre père s'est mis à être plus, comment dire, moins sévère avec vous. Vous vous êtes retrouvés. Et puis vous racontez à la fin du livre comment vous avez accompagné votre père jusqu'au bout et finalement que vous l'avez redécouvert juste au moment où finalement il s'apprêtait à partir. Est-ce que vous ne regrettez pas tout ce temps perdu finalement ? Non, je ne regrette pas ce temps perdu, parce que le temps de l'affrontement a été le temps de la construction pour moi, et je pense le temps de la considération qu'il a pris pour moi. Je pense que mon père, en fait, ce qui explique la force de notre relation, c'est qu'il a toujours considéré que... On en a parlé d'ailleurs, à un moment on en a parlé, je lui ai dit, bon, je suis désolé, voilà, de tout ce que j'ai fait, parce que je l'ai quand même... J'étais vraiment turbulent, hein. Et il m'a dit non, parce qu'en fait, tu as montré ta force de caractère. Et moi, je ne me rendais pas compte à quel point mon exemplarité était étouffante. Et donc, je crois qu'il a été très heureux de ce combat, qui ensuite s'est terminé en paix des braves et en complicité, qui fait que mon père était... clairement mon meilleur ami au moment où on s'est quitté. Et je pense qu'un livre comme ça, j'aurais pas pu l'écrire avant, parce que je pense que le deuil a été si fort de sa disparition prématurée. Moi, j'étais jeune, hein, et lui aussi. Et il a été si fort et si longtemps que j'attendais le temps de la célébration, qui est le temps pour moi qui suit le temps du deuil. Et il a fallu tout ce temps-là, finalement, et puis de me dire, mais ce personnage extraordinaire, mais mes enfants n'en connaissent rien. Évidemment, j'en ai parlé. Bien sûr, j'en aurais parlé des heures et des heures, mais pas d'une façon aussi structurée. Il n'y a pas un écrit. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que, évidemment, mes enfants, qui en général lisent mes livres 2-3 ans après les critiques littéraires, mais ils ont lu celui-là en 48 heures. Et ils m'ont appelé.
en tout cas les grands, parce que le petit dernier, il est encore dans Oui Oui, fait de la peinture. Mais ils m'ont appelé en me disant voilà, qu'ils m'étaient très reconnaissants de leur avoir laissé ce témoignage sur leur grand-père, parce que ça leur permet de comprendre évidemment d'où ils viennent, sachant qu'ils ont eux aussi, enfin en tout cas les grands, eu des épreuves dans leur vie déjà, et que cette volonté les a inspirés. Et ça, je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez bizarre de dire que une fois que j'ai sorti le livre, que mes enfants l'ont lu, il était déjà réussi pour moi. Après, qui marche pas, ça c'est des choses, des considérations plus lointaines. Mais le fait d'avoir eu cet accueil avec mes deux enfants qui sont pas toujours très expressifs sur ce que je fais, c'est normal, ils se protègent. Pour éviter le syndrome encore du père, voilà, du père couvercle. Et bien, ils ont vraiment apprécié ce livre et ça m'a fait un immense plaisir. Vous avez pu combler donc le fossé avec votre père et donc reconstruire cette partie-là de votre vie. Est-ce que vous avez pu le faire avec votre maman? La relation était plus compliquée avec ma mère parce que finalement, ma mère était follement amoureuse de mon père et c'est vrai qu'il passait avant tout. Il passait avant tout. Et à sa mort, on s'est retrouvés ensemble, en tête à tête. Et c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir raté quelque chose, en fait. Et ensuite, ma mère s'est jamais vraiment remis de la mort de mon père. Et ce qui était assez désolant, c'est que j'ai senti, parce que j'étais avec elle au moment où elle est partie, qu'elle était libérée de partir. Non pas qu'elle avait une foi qui lui faisait penser qu'elle allait le rejoindre, c'était pas ça. Mais elle était libérée de ne plus vivre sans lui, en fait. Ce qui était un peu dur pour nous et pour ses petits-enfants, parce qu'elle aimait beaucoup et elle montrait beaucoup de gentillesse, beaucoup d'attention. Mais il y avait quelque chose de cassé en elle depuis le moment où mon père était mort prématurément. Et la relation avec elle était assez difficile au sens où on sentait que c'était lui avant tout et que sa disparition finalement avait un peu éteint sa vie, qu'elle était en courant faible depuis ce moment-là. Et d'ailleurs j'ai vu, parce qu'elle était malade, elle n'a pas vraiment résisté. Elle qui était très forte, n'a pas vraiment cherché à résister et m'a dit voilà, je suis assez content de partir. Je suis assez contente de partir. Il nous reste quelques minutes. Après, si vous le voulez bien, vous pourrez poser des questions. J'aimerais aborder une dernière piste de reconstruction personnelle, la reconstruction par l'écriture et la fiction. Cet ouvrage, ce roman, en fait, dans le fond, vous l'assumez, c'est une autobiographie. Vous racontez votre vie et celle de votre père. Pour autant, c'est très très particulier. C'est-à-dire que vous ne prononcez tout au long des 280 pages jamais le nom de vos parents, vous ne dites jamais je, vous parlez de vous à la troisième personne et même souvent vous vous qualifiez, vous nommez le dernier fils. C'est très particulier, on a l'impression d'une mise à distance. C'est un peu le syndrome Alain Delon. Je parle de moi à la troisième personne. Je ne voulais pas aller sur ce terrain-là. Non, en fait, oui, moi je voulais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est tellement... moi j'ai beaucoup de mal, après chacun a son style littéraire, moi je vois des copains dans la littérature qui peuvent parler des heures, enfin des pages et des pages d'eux-mêmes. Moi j'ai beaucoup de pudeur de ce point de vue-là. Il y a des choses qui me sont arrivées dans ma vie que je ne raconterai jamais, par exemple, parce que même si ça peut être intéressant littérairement, mais voilà, je me mets en tout cas des limites dans ce qui est vraiment mon intimité et jusqu'où je la déballe. Et c'est vrai que j'aime pas trop le déballage, très honnêtement. Même la ville où vous avez grandi, vous la nommez pas. On la reconnaît facilement, mais vous la nommez pas. Là, la ville où vous avez grandi, Grenoble, vous la nommez pas? Non, je nomme pas les lieux, je nomme pas les... Je veux froisser personne, parce que je dis tellement de mal de Grenoble que... alors maintenant, il y a un maire écolo, il paraît que l'air y est plus pur, mais
moi, quand j'étais môme, il y avait quand même 2 vallées qui entraient sur Grenoble avec des usines de Rhône-Poulenc, je ne sais plus qui, et la moitié du temps, on respirait de l'oxygène, enfin 30% d'oxygène dans l'air au maximum. Donc j'ai un peu cassé Grenoble dans le livre, c'est vrai. Malgré ça, j'ai été quand même interviewé par le Dauphiné libéré, donc comme quoi il n'y a pas de rancune. Oui, bah, évidemment, Grenoble, ce qu'il y a de mieux, c'est le chemin qui mène aux montagnes. À part ça, il n'y a aucun intérêt. C'est une ville absolument déprimante. Mais le parti pris de ne pas nommer, ça met à distance et ça donne le sentiment qu'on écrit une histoire qui n'est pas la sienne, qu'on écrit un roman. Moi, je ne suis pas Chateaubriand, donc je ne peux pas faire 10 000 pages à la première personne. Et je trouve que cette distance est intéressante sur le plan littéraire. Elle est intéressante à travailler. Alors mon éditrice me disait non mais de temps en temps tu ferais quand même tu mettre un prénom et tout, donc j'en ai lâché 2 ou 3 qui n'étaient pas peut-être le nom du chien, mais à part ça les grands-parents aussi quand même. Comment? Les grands-parents et les cousins quand même. Ouais, les grands-parents j'aurais donné, mais en plus c'est plus des surnoms, plus des surnoms que des noms, parce que ça donne, je trouve, une vraie distance romanesque en fait. Alors vous avez cette phrase qui pourrait résumer le livre, mais beaucoup plus encore. C'est on vit, on meurt, et entre les deux, on essaie de donner du sens à tout cela. D'une certaine façon, le seul vrai courage consiste à l'accepter. Pour survivre, il faut se construire une fiction sur mesure. Y êtes-vous parvenu, Marc Duguin? C'est la question du siècle, là. Ouais. Mais oui, je crois que si vous voulez, si on regarde la vie objectivement, elle est très déprimante, en fait. Parce que de toute façon, à partir du moment où on sait que ça va mal finir. C'est comme si vous allez au cinéma et on vous dit, vous allez voir un film, mais de toute façon, ça se termine mal. Mais il y a plein de gens qui se lèvent et qui s'en vont. Vous êtes d'accord? Ils ont tort. Et donc, il y a un travail d'embellissement. Il y a un travail il faut donner du sens à tout ça. Et je pense que la vraie volonté, elle est là. C'est dans la faculté qu'on a à donner du sens, et un sens qui soit cohérent, un sens qui soit cohérent avec soi-même, un sens qui soit cohérent avec les autres, de telle façon à ce qu'on se dise, ben finalement, j'ai eu une existence qui n'a pas eu de sens, mais qui a eu le sens que j'ai bien voulu lui donner et qui a été cohérente par rapport au sens que j'ai voulu lui donner. Et ça, je trouve ça fondamental. Parce qu'enfant, j'ai beaucoup souffert de la perte de sens. Je n'arrivais pas à trouver de sens à l'existence. Donc j'étais un enfant très dépressif, d'une certaine façon. Et je trouve, et c'est vrai que je ne le suis plus depuis très longtemps, parce que j'ai donné un dynamisme, une dynamique à mon existence, et j'ai employé ma volonté chaque fois que je sentais que la motivation baissait, pour relancer la machine, avec le plaisir de partager avec les autres, et puis d'écrire et de faire des films. Donc évidemment, ça crée un problème pour ceux qui m'entourent, c'est le côté suractif, puisque je m'arrête jamais. Je travaille tous les jours, je prends jamais de week-end, je prends jamais de vacances. Enfin, je prends des vacances en famille, mais moi, j'en profite pour travailler pendant qu'ils sont en vacances. Donc, il y a un côté un peu radical dans cette façon de combler le vide. Mais moi, je l'aime bien et je m'équilibre bien là-dedans. Voilà. Mais je pense effectivement que cette phrase est assez dit à peu près, résume assez bien ma pensée, qui n'est pas non plus considérable, il faut bien le dire, mais elle la synthétise bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas. Normalement, il y a quelqu'un qui... De toute façon, on ne vous voit pas. Oui. Donc, non, on me signifie que pas de questions. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci beaucoup.